Madame, monsieur, bienvenue à l'anniversaire de Clémentine, la Clémentine de Corse à 100 ans. Et c'est une petite jeune dans la grande famille des agrumes. Pour l'occasion, nous sommes à San Giuliano, dans les jardins de l'INRAE, mais un anniversaire, ça se fête à table. La Clémentine sera tant l'invité d'honneur que l'ingrédient principal. On va se régaler. Au programme, des surprises, des secrets sur un petit fruit que tout le monde croit connaître. Et puis sur Viastel, on sait recevoir, on va s'amuser. La Clémentine de Corse à 100 ans, que la fête commence! Bienvenue à tous, la Clémentine de Corse a 100 ans et c'est une centenaire survitaminée. Je suis ravie de fêter cet anniversaire avec vous. J'ai vraiment la chance, moi, d'être entourée de ceux qui la connaissent le mieux. Alors, côté recherche, nos scientifiques passionnés et passionnants, survitaminés, j'ai envie de dire, eux aussi. Franck Kirk, bienvenue. Bonjour. Ingénieur agronome à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Franck, si on joue au jeu des 7 familles des agrumes, moi je veux être dans votre équipe. Vous les connaissez tous. Et il y a plus que 7 familles. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un nombre infini de familles d'agrumes. C'est assez magique. D'ailleurs, la preuve sur la table. Et ça va être un peu compliqué, vous allez nous en parler tout à l'heure. Yann Fröhlicher, de l'autre côté, bonsoir. Bonjour. Alors, Yann, chercheur en innovation variétale, CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, INRAE également. Yann, vous jouez à domicile. Là, on est dans votre serre. La Clémentine de demain sera d'ailleurs peut-être inventée ici avec vous. On a déjà un pied dans le futur. Exactement. J'espère qu'on va sortir une nouvelle variété avec la filière pour compléter la gamme Clémentine, parce que la Clémentine est indémodable. Elle n'est pas très loin, je crois qu'elle est par là. Côté terroir, Jean-Paul Mancel. Comment ça va, Jean-Paul ? Bonsoir. Alors, président de l'APRODEC, l'association pour la promotion et la défense de la Clémentine Corse, vous êtes le chevalier blanc de la Clémentine. Si on est là ce soir, c'est un peu grâce à vous. Oui, pas que grâce à moi, mais en partie, oui, je pense que j'ai fait une partie du chemin. Vous y êtes pour quelque chose, hein. Ce n'est pas les personnes qui sont à cette table qui vont me dire le contraire. Côté transmission, l'héritière Anne. Comment ça va, Anne ? Très bien, bonjour. Héritière de cette aventure humaine et agricole, Anne Amalric, petite fille d'André Amalric, agrumiculteur pionnier dans la région. Clémentine, c'est une histoire de famille et de sentiments à tel point que vous avez failli vous appeler Clémentine. Oui, alors la Clémentine, oui, c'est vraiment une histoire de famille. C'est surtout l'histoire de mon grand-père. Et pour la petite histoire, en fait, c'est surtout la chanson Clémentine. Oui. Et ma mère était une fan d'Yves Montand. Ah. Donc elle voulait m'appeler comme ça, mais on parlait tellement de Clémentine dans la famille qu'à un moment, on a laissé tomber. Bon, ben on y reviendra. Côté cuisine, le talentueux chef Alessandro Capone qui va décliner la Clémentine sous toutes ses formes. Moi, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, on va revenir vous voir, ne vous inquiétez pas. Côté jardin, un duo de choc. François Lureau, chercheur à INRAE et CIRAD, et Stéphane Ouchiat. Est-ce que vous nous entendez côté jardin ? On t'entend très bien, Célia. Et tu vois, nous, on a déjà commencé la récolte des clémentines. Je sais que tu as énormément d'agrumes sur le plateau. Ici, ce qu'on va te proposer tout au long de l'émission, eh bien, c'est de partir à la découverte de ce site incroyable de l'INRAE. Et j'aurai pour guide, tu l'as dit, François Lureau. François, bonjour. Ingénieur agronome, ça fait des années, on va pas dire combien d'années que tu travailles ici. Tu 32 ans ici. Qu'est-ce qui se passe exactement sur ce site ? Alors sur ce site, on fait de la recherche. C'est notre métier de faire de la recherche sur les agrumes, sur la clémentine également. Et puis on fait aussi en conserve. On est là juste à l'entrée du conservatoire, de la collection, et on conserve ce matériel génétique est présent. Alors, ici. on va le visiter avec toi. On va aussi vous montrer ce qu'est un clémentinier, ce qui fait sa particularité. On se retrouve dans un court instant, justement, pour vous montrer tout ça. Et puis Stéphane, moi je vous mets au défi de trouver un clémentinier au milieu des 5000 arbres, mais sans l'aide de François, on verra si vous avez trouvé tout à l'heure. Ne trichez pas, on vous surveille. Alors on va revenir ici au plateau ensemble, si vous le voulez bien. On va remonter le temps, on va parler science, terroir, transmission. On va évoquer la création de la Clémentine de Corse, son arrivée, les défis qu'il a fallu relever pour qu'elle soit encore là. Et puis on va pas se mentir, on va parler de son goût, parce que 100 ans plus tard, si on la fête encore, c'est parce qu'elle est très très bonne. Je vais m'attirer les foudres de mes voisins. Si elle avait eu le goût de l'orange amère, peut-être que l'histoire aurait été différente. Il rigole.
Oui, en fait, l'orange amère est intéressante aussi. Effectivement, la clémentine, c'est plus sympa de la manger frais qu'une orange amère. En revanche, en Corse, l'orange amère, rouge touponne, et c'est quelque chose d'assez important, qui est dans la culture, qui est utilisé pour les décorations des arches de mariée, qui est utilisé pour faire des vins à l'orange. Enfin, on fait énormément de choses avec la bigarade, et on en ferait presque plus qu'avec la clémentine. Mais pour manger un fruit frais, en tous les cas, la clémentine n'a aucune compétition. Rien de mieux que la clémentine. Alors Alessandro, notre chef, vous allez nous accompagner tout au long de l'émission, parce qu'un anniversaire quand même, ça se fête avant tout. À table, quel est le menu de ce soir? Alors, on va commencer par une petite fraîcheur de salade de fenouil à la clémentine, bien sûr. On va continuer avec des avocats corses qu'on va farcir avec un peu de crabe bleu et de la clémentine. Ensuite, on va passer avec un rôti cuit basse température avec une croûte de clémentine. En fromage, on va avoir de la stracciatella faite maison à la clémentine. Ensuite, une petite surprise. Et ensuite, le gâteau. Et tout ça accompagné d'un beau pain à la clémentine. J'en ai déjà l'eau à la bouche, c'est pas vous. Mais tout ça est très prometteur. Je vous propose de ne pas perdre de temps, Alessandro, et de vous mettre déjà au travail. De quoi avez-vous besoin pour cette salade? Alors, je vais prendre du cédra, un peu de citron. Évidemment. Si vous en avez besoin, on en a quand même quelques-unes sur le plateau. Directement. À la source, vous avez tout ce qu'il faut. On va vous laisser travailler tranquillement. J'imagine qu'il faut émincer pas mal de fenouil pour toutes les personnes qui sont présentes sur le plateau. J'ai entendu qu'ils avaient faim. Ils ont faim. Bon, alors on vous laisse travailler. S'il fallait décrire le goût de cette clémentine en 2 mots autour de la table, comment vous la décririez? Acidulée? Acidulée et sucrée, Ouais. et très juteuse surtout, et très facile à éplucher. Donc voilà, tout beau, et très peu de calories en plus. Ça fait donc, plus beaucoup que 2 mots, d'avantages. Jean-Paul. Ça fait plein de mots. Fraîche. Très fraîche, oui, très fraîche. Et puis, pour moi, souvenir d'enfance aussi. C'est 3 mots. Oui, mais ça passe. Allez, ça va, passe. on accepte. Anne, la clémentine, en 2 mots, le goût. Alors oui, un goût inimitable et surtout beaucoup de fraîcheur. Et ce petit goût sucré qui donne envie d'en remanger tout le temps. Encore. Et tout le temps. Quand on est dans un clémentinier, on ne s'arrête plus. C'est vrai, qui fait la différence. Et notre expert, notre chef, comment il la décrirait, cette clémentine, son goût? Travailler la peau de la clémentine, mais aussi la fraîcheur également. On se rappelle les bons souvenirs d'enfance quand on allait les piquer au-dessus du mur du voisin. Surtout chez moi dans le sud d'Italie où il n'y avait pas des clémentiniers à perte de vue. Il fallait aller piquer dans les endroits stratégiques. Donc on voit le plaisir, on voit l'enfance, on voit la vitamine également. Allez, je vous l'avais promis, côté jardin, est-ce que Stéphane a relevé le défi pour trouver un clémentinier au milieu des 5000 arbres qui l'entourent? Pas si simple comme défi, vous savez, c'est un jardin qui est un véritable laboratoire à ciel ouvert où cohabitent des variétés venues du monde entier. Puis qu'est-ce qui ressemble plus à un agrume qu'un autre agrume, j'ai envie de vous dire. Stéphane, verdict. Une clémentine, ça se reconnaît quand même, Célia. Alors, ça n'a pas été si difficile que ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai réussi à le trouver, le clémentinier, avec son fruit. Et puis, j'ai surtout bénéficié de l'aide de François. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un clémentinier parmi tous ces agrumes qu'il y a ici? Alors d'abord, je ne l'ai pas beaucoup aidé, il l'a trouvé tout seul. Alors la particularité d'un clémentinier, déjà, c'est un fruit qui est de forme un peu ronde. On a parlé beaucoup aussi sur le plateau de douceur Alors, je dois juste vous dire que la clémence, parce que c'est le terme générique, en fait, ça vient de clémence. La clémence, c'est la douceur. Donc c'est vraiment un peu de douceur du soleil d'été qu'on retrouve en cœur de l'hiver. Voilà, la clémentine, c'est ça. Alors, parce qu'on est devant ce clémentinier qui a énormément d'agrumes, comment est né ce fruit? C'est une hybridation? Tout à fait, c'est le terme. C'est une hybridation naturelle. C'est-à-dire, c'est une abeille, en fait, qui est venue polliniser, c'est-à-dire elle a apporté du pollen qu'elle a déposé sur une fleur de mandarinier. La mandarine, alors ça s'est passé il y a environ à la fin du 19e siècle, dans un orphelinat de Messerguine, à côté d'Oran. Et c'est un croisement donc entre le pollen qui a pollinisé la mandarine et le pollen, il venait de l'orange. Alors là, tu as déjà anticipé un petit peu sur l'origine de cette clémentine. Ce verger, quelle est son importance? Alors, le verger qui est actuellement ici, la collection, elle est très vaste. On a plus de, on va dire, 1000 différentes variétés. Variétés ou accessions, ce sont des introductions qui viennent de environ plus de 50, entre 50 et 60 origines différentes. C'est tout autour du globe, en fait, toutes les zones agrumicoles dans le monde. Bon, on a été récupéré en fait de ces variétés-là.
Et cet espace, donc c'est 13 hectares, c'est ça, de ce À peu verger près, oui. 13 hectares, 5000 arbres, près de 1065 espèces. C'est vraiment un verger remarquable à l'échelle de la planète. Ah oui, on fait partie en fait du Gotha des 5 plus grosses variétés au monde, avec le plus de variétés présentes. Au-delà de 1000, on n'est que 5 variétés. Il y a notamment par exemple les États-Unis en Californie qui est la plus importante. Mais aussi il est reconnu parce qu'on est dans une zone très septentrionale de la culture des agrumes. Bon, de moins en moins, puisque avec le réchauffement climatique, maintenant on peut planter aussi du clémentinier ou d'autres agrumes sur le continent. Mais en fait, on reste quand même avec un climat particulièrement frais, on va dire l'hiver, ce qui donne des particularités également à la coloration, notamment la coloration de la clémentine, ce côté orange profond, qu'on ne va pas retrouver forcément sur des clémentines qui sont cultivées un peu plus au sud. On va rentrer au fil de l'émission sur tous ces détails. Au-delà de la clémentine, quels sont les pieds, les arbres remarquables, les autres agrumes remarquables que l'on peut trouver dans ce verger extraordinaire que l'on voit? On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais il y en a beaucoup qui sont extraordinaires. On a à peu près toutes les espèces cultivées qui sont représentées, plus d'autres espèces sauvages qui ne sont pas cultivées ou pas consommées ou peu consommées dans leur lieu d'origine. Et on a à peu près, pas beaucoup d'espèces sauvages, mais quelques-unes qui sont assez remarquables, surtout au niveau du parfum, des fois au niveau de la forme du fruit. Mais on les utilise différemment. Alors, il y a un instant, tu nous as parlé de pollinisation. Célia, je vais quand même te poser une question avant que toi tu nous aides à remonter jusqu'aux racines de la clémentine, mais je sais que François a déjà un petit peu anticipé. Est-ce que tu sais ce que c'est que ce petit bourrelet que l'on trouve sur de très très nombreux agrumes? Est-ce que tu peux me dire à quoi il sert? Si tu ne le sais pas, en tout cas, je te propose de nous retrouver dans une serre d'ici un petit moment pour apporter la réponse. Et tu vas comprendre que la main de l'homme est essentielle pour pouvoir produire des clémentines. J'ai eu peur que tu sois en train d'insinuer que j'avais trop profité du plat, du menu d'Alessandro pendant vos explications. Non, on en saura plus tout à l'heure. Alors, j'ai envie quand même de te dire, Stéphane, qu'avec les fruits sur l'arbre, c'était plus facile à trouver le clémentinier. Il en reste ici parce que c'est un jardin extraordinaire, mais normalement, Jean-Paul, il n'y en a plus à cette période de l'année. Non, nous avons fini la récolte et cette année un peu plus tôt que d'habitude, puisque nous avions commencé 15 jours avant la récolte, donc elle a fini une dizaine de jours avant. Mais elle est finie depuis la fin décembre. Donc normalement, on ne devrait plus en trouver. Très bien, donc ça c'est dit. Allez, maintenant qu'on sait reconnaître grâce à Stéphane et François un clémentinier, vous l'avez dit, on va parler des racines, on va même parler de son arbre généalogique. Avant de devenir la clémentine de Corse, il a fallu devenir la clémentine tout court. Et c'est un brassage géographique autant que botanique. S'il fallait résumer, des ancêtres chinois nés en Algérie et une adoption par la Corse. Est-ce que vous validez ? Alors oui, en simplifiant, mais effectivement, c'est un fruit qui a été découvert dans un verger d'un orphelinat en Algérie, à Messirguine, à côté d'Oran. Et c'était un orphelinat où il y avait un père, on appelait ça les pères blancs à l'époque, qui a fait un semis de pépins de mandarine. Et ce père s'appelait le père Clément. Donc vous voyez tout de suite où je veux en venir. Et d'ailleurs, c'est un très beau dessin que vous avez fait là. C'est gentil. Et donc, effectivement, c'est un dessin que j'ai fait du père Clément. Et donc, le père Clément, il fait son semis de pépins de mandarine pour avoir des mandariniers, puisque la caractéristique de la mandarine, c'est qu'on peut avoir des mandariniers juste en plantant des pépins. Et parmi ces arbres, il y a des arbres qui, eux, n'étaient pas tout à fait des mandariniers, donc ce n'est pas toujours une copie conforme. Et alors la légende dit que des enfants, plusieurs mois avant la date de maturité de la mandarine, cette mandarine très parfumée, pleine de pépins, qu'on trouve encore rarement sur les marchés, qu'on peut trouver dans les jardins en Corse ou dans le sud de l'Italie. Donc quelques mois avant la maturité de cette mandarine, des enfants allaient manger des fruits sur un arbre qui, pour le père Clément, n'était pas censé être mûr. Donc le père Clément est allé voir et il aurait découvert ce nouveau fruit qui n'était pas de la mandarine, qui avait un goût différent, qui avait des pépins à l'époque. Et il présente ça au professeur Trabu, dont a parlé François tout à l'heure. Et le professeur Trabu tombe sous le charme de ce fruit. Il écrit un premier article, qui est le premier article officiel qui décrit la clémentine en 1902, dans la revue horticole française, et il décrit cette clémentine en disant qu'elle a des avantages, elle a des intérêts, il y a un parfum particulier, mais il met une petite phrase à un moment donné en disant « cette clémentine ne remplacera jamais la mandarine sur les marchés ». Donc il s'est trompé. On verra même plus tard qu'en fait, très très vite, dès les débuts des années 20, on va trouver sur les marchés parisiens des clémentines 5 fois plus chères que de la mandarine. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle s'appelle déjà clémentine ? Alors, pas tout à fait. Alors, à l'article de 1902, oui. Mais il y a eu des délibérations un peu avant sur comment on va appeler cette mandarinette, clémentine ou pas. Et en fait, dans cet article de M. Trabu, il y a 3 théories, 3 hypothèses.
sur l'origine. La première, c'est que le père Clément aurait fait une pollinisation dirigée. Il aurait pris du pollen d'une variété d'orange amère qui s'appelle le granito, qui a des feuilles un peu lancéolées comme la clémentine. Deuxième hypothèse, semi de hasard, c'est-à-dire que pollinisation, c'est l'abeille qui a fait le travail. Troisième hypothèse, c'est une mandarine qui vient de Chine, la mandarine de Canton. Alors, les experts français de l'époque sont allés en Chine. Les Chinois ont dit nous, cette clémentine, on ne la connaît pas. Et puis, les études génétiques, notamment avec des équipes d'ici et de Corse, auxquelles François Lureau a participé, ont découvert que génétiquement, effectivement, c'est bien un hybride naturel entre une orange douce, et non pas la bigarade ou l'orange amère dont on parlait avant. Le stoupone. Exact. Et la mandarine commune, cette mandarine qui est la maman. Donc, comme nous l'a raconté François, la clémentine est un hybride naturel entre une mandarine commune, très parfumée, pleine de pépins, et une orange douce. J'ai envie de vous dire que la nature fait bien les choses. Y a une petite précision. Il s'est trompé sur l'histoire de la clémentine ne remplacera pas la mandarine, mais il n'avait pas quand même tout faux. Non, il n'avait pas tout faux parce que il disait que elle avait une peau qui était intéressante, qu'elle pouvait mieux tenir mieux voyager que la mandarine. Et du coup, il a fait des essais participatifs. Cette variété a été mise en Algérie sur différents sites. Et il y a un site où ça s'est très bien passé. Et à partir de ce site, il y a eu des exportations sur Paris, sur les Halles. Et le prix, comme disait Franck, a été très haut. Et à partir de là, toute l'histoire de la clémentine de Corse naît, puisque c'est 1924, c'est pris pour la première fois à Paris, et 1925, la clémentine arrive en Corse. Et donc il y a des Corses, un certain monsieur Semidey, est-ce que ça vous parle, qui a entendu parler de cette clémentine qui affolait les halles de Paris. On a retrouvé une archive, il nous raconte comment il en a entendu parler et pourquoi il l'a ramené en Corse. On l'écoute. Dans cette île, une plaine, une seule, sur la côte orientale, du sud de Bastia jusqu'à Porto Vecchio. 100 000 hectares, un peu plus du 10e de la superficie totale. Or, cette plaine, qui aurait pu être le grenier de l'île, était depuis 15 siècles transformée en désert par la malaria. Le légendaire maquis corse s'y étendait à perte de vue. Seuls quelques rares agriculteurs y tentaient près du littoral la culture des agrumes. L'un d'eux est aujourd'hui président de la Chambre d'agriculture de la Corse, Philippe Semidey. Il fut un pionnier. Vous savez que la clémentine a été découverte au début du siècle par hasard par le moine Clément, mais qui n'a été mise en valeur que vers 1920 par le docteur Rabut de Messerguin. À ce moment-là, j'ai été intéressé par des articles de journaux concernant cette nouveauté agrumicole et j'ai essayé d'avoir des greffons de clémentiniers. Et vers 1925, j'ai greffé les premiers clémentiniers. Il a été bien inspiré, monsieur Semidey. Jean-Paul, vous n'allez pas me dire le contraire. Ben oui, c'est un précurseur et grâce à lui, on en est là aujourd'hui et grâce à lui, on vit de nos plantations de clémentiniers. Voilà. C'est vraiment l'histoire de la région qui a pris aussi une autre tournure, pas uniquement celle des agrumes. Alors Anne, cette clémentine, elle a changé l'histoire des cultures de la plaine, on vient de le dire, mais elle a changé celle de la vie de famille, dont la vôtre. Et votre grand-père a été un pionnier parmi les premiers. Effectivement, il est arrivé un peu plus tard, au tout début des années 50, et sur le domaine Marquilian, il a en fait planté des agrumes. Il a planté 4 hectares, à peu près pendant une dizaine d'années. Et lui, il était vraiment fan d'agrumes. Il était un peu précurseur aussi. C'était une époque où les plants n'étaient pas très bien sélectionnés. Je crois qu'il avait trouvé des plants au Maroc. Il n'y avait pas encore de Somivac avec un système hydraulique qui fonctionnait. Donc, du coup, ils arrosaient ça à la citerne, etc. Et donc, il a d'abord tout remis en valeur, replanté jusqu'à arriver à une 40aine d'hectares dans les terres plutôt d'alluvion, parce que le domaine est situé soit sur des plateaux où là maintenant on a plus de la vigne et de l'olivier, et il a planté donc dans les terres d'alluvion parce que c'était des terres qui étaient plus riches et qui supportaient mieux la sécheresse. Mais le gros problème, c'est qu'en fait en 71, les 40 hectares ont gelé.
Et donc tout a disparu. Ça s'est arrêté. Donc comme vraiment, ça. c'était un traumatisme dans la famille, enfin surtout pour lui. Et du coup, en fait, sur le domaine, maintenant, nous n'avons plus de clémentine. Ça a été un traumatisme dans la famille. Voilà. Mais il a quand même été pionnier, il a été bien inspiré de remettre à neuf ce fameux domaine. Quand on a préparé l'émission, Anne, on a retrouvé justement une archive de votre grand-père. Oui, ça m'a beaucoup émue d'ailleurs. Ah ben, je vous propose qu'on l'écoute justement raconter cette aventure. Monsieur André Amalric est ingénieur agricole. Il est âgé de 62 ans et l'un de ses fils, ingénieur agronome, travaille avec lui. Il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose à cet endroit, si ce n'est cette solide maison typique et un moulin en ruine, le tout cerné par le maquis. Depuis, les choses ont bien changé. Le domaine couvre 100 hectares, dont 70 sont irrigables par le réseau Somivac. Il y a 35 hectares de vignes, 35 hectares d'agrumes, dont 32 en clémentinier, et le reste en maïs ou autres céréales qui permettent d'attendre d'autres plantations de vergers. Il y a toujours de cette façon des terrains disponibles. Monsieur Amalric, pourquoi avez-vous été l'un des premiers agrumiculteurs industriels de cette région? Eh bien, parce que j'ai pensé que la clémentine présentait un intérêt primordial pour la Corse pour deux raisons. La première, c'est que les conditions naturelles sont favorables. Et la seconde, c'est que le marché de la clémentine est un des rares marchés agricoles qui ne soit pas saturé et qui ne soit pas un problème de surplus. Avez-vous l'intention de développer vos plantations? Bien, pour l'instant, après les investissements longs et onéreux que nous avons dû faire, nous avons l'intention de souffler quelque peu, mais nous avons encore des programmes ultérieurs, très certainement. La culture des clémentiniers assurera-t-elle l'avenir de la jeune agriculture corse? La somme des facteurs favorables permet raisonnablement de l'espérer. Je crois que de plus en plus, nous sommes nombreux à être de cet avis et on assiste à une chose très intéressante, c'est que l'on voit des gens, en particulier ici, réticents, qui maintenant, petit à petit et de même de plus en plus vite, se mettent à la plantation. Quel visage, quel charisme, votre grand-père. Oui, c'était un énorme travailleur et voilà, de tout début des années 50, pendant 10 ans, il a fait que ça, planter ses clémentiniers à fond. Et il embarquait toute la famille, dont votre père, dont il parle. Dont mon père, oui, qui était un peu plus mesuré quand même, mais oui, lui, c'était un passionné en fait, donc un passionné de clémentine. Voilà, puis dans la famille, on est tous un peu têtus, entêtés, et voilà. Donc, et précurseur. Et précurseur, oui, c'est vrai qu'il a démarré dans les tout premiers et après ça fait des émules. 4 générations plus tard, vous êtes encore sur ce domaine. Voilà, alors on a plus de clémentiniers, je crois qu'on n'en a même pas un. On a planté quelques agrumes, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça a été un traumatisme. On fait de l'huile d'olive à la clémentine, mais... Vous en avez d'ailleurs un voilà, échantillon. mais ce sont les clémentines de nos amis voisins, Stéphanie et Jean-Paul, à qui on achète des clémentines pour le faire. Mais voilà, non, on est plus sur les oliviers, la vigne et le no-tourisme. Alors, vous avez parlé de ce tournant qui a fait malheureusement changer vraiment de plantation sur le domaine. C'est dans les années 70, une vague de gel. Franck, vous avez une anecdote? Oui, en 1971. J'étais pas né à l'époque. Moi non plus. Mais pas loin, je suis pas né longtemps après. Mais en revanche, j'ai un collègue qui m'a recruté, qui m'a formé sur les agrumes, Camille Jacquemont, qui me racontait qu'en 1971, pendant cette forte gelée, on entendait les clémentiniers éclater, le bois qui craquait sur la plaine. Ça avait été un froid assez impressionnant et il m'a raconté cette anecdote en disant oui, il y a plusieurs clémentiniers qui sont morts et on entendait le bois éclater sous l'effet du gel. Donc c'est un arbre qui n'aime pas le froid. Non, il faisait plus de -16 et donc toute la région sur les plateaux d'Aguionne, la région de Alziton, Ghisonaccia et tout ça, toute cette région-là, je crois qu'il y a eu 400 hectares qui ont gelé, qui sont morts. En revanche, dans les régions un peu plus en Piémont, comme vers Antisante et tout ça, il n'y a pas eu ce problème. Alors, c'est un arbre qui n'aime pas le froid, mais paradoxalement, c'est parce qu'il faisait froid en Corse que c'est la clémentine qui a été développée sur la plaine orientale, parce qu'on avait déjà du cédrat, on avait déjà de l'orange depuis des années. Les premiers orangers, on a des traces écrites qui disent que les premiers orangers ont été plantés en Corse en 1686, à Aregno. Aregno, c'est l'anagramme d'orange. Ah, il n'y a pas de hasard. Ajaccio et Basilicata notamment. Et en fait, le choix de la clémentine s'est fait parce que
comme l'a dit M. Mancel juste avant, on récolte les clémentines jusqu'à fin décembre, début janvier, avant les risques de gelée. Parce qu'effectivement, l'arbre va mourir à -16 quand ça dure trop longtemps, mais il va supporter des -1. Mais vous pourrez avoir des dégâts sur les fruits à -1. Donc si vous récoltez les clémentines avant les risques de gelée, donc, le choix a été fait de développer plutôt cette culture-là que les autres à l'époque. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on remet en question ça et puis on va peut-être avoir un peu de diversité. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Puis on va rappeler que les agrumes, ce sont quand même les seuls fruits qui donnent des couleurs à nos jardins en hiver. Alors, ma grand-mère disait quelque chose de très juste. On a tous hérité quelque chose de nos grands-parents, c'est que quand l'appétit va, tout va. Je vous propose d'aller voir en cuisine comment ça avance. Alors, on est en train Les de entrées sont préparer faites notre petite salade de fenouil. Nos avocats sont prêts. Voilà, je passe un petit assaisonnement en mixant un peu quelques agrumes. Alors vous savez quoi, moi j'ai eu la chance de goûter avant tout le monde une recette qui a été imaginée par Alessandro spécialement pour l'occasion. C'est le rôti en croûte de clémentine. J'ai goûté, mais j'ai filmé aussi également cette recette. Alessandro, je vous propose de commenter les images et de nous livrer quelques secrets de chef. Voilà, c'est un joli veau qui vient de Perro Casevecchia, un veau corse. Un petit panaché de clémentine. On va commencer par parer la viande et garder, on va dire, pour 4 personnes, un morceau d'1 kilo. Là, je vais presser et zester les clémentines. J'utilise énormément les zestes en cuisine parce que je trouve que c'est la partie vraiment très aromatique. Donc, je presse, je zeste et je vais faire sécher au four dans pas longtemps. On va mettre tout au four à 45 degrés, et ce qui va nous donner la couleur très orange en fait de notre croûte. Chose qui, la croûte, n'est pas facile à faire tenir. D'ailleurs, ça a été une petite surprise pour moi qu'il a fait la première fois. Mais on a très bien réussi le test. En tout cas, on l'a goûté et c'était c'était très bon. Donc voilà, pour faire notre croûte, je vais mettre un peu de beurre pommade, de la chapelure. Je vais la saler légèrement et je vais mettre les zestes et le jus qui ont séché. Je les ai fait sécher à 45 degrés, comme j'ai dit. Je fais saisir le veau, voilà, dans un peu de beurre avec un peu de thym, qui va très bien avec la clémentine, on l'assaisonne et avec le reste du jus, on fait infuser un petit peu pour faire notre joli déglaçage qui va nous servir à assaisonnement. Le petit secret, c'est en fait de badigeonner notre veau avec le blanc d'œuf pour faire tenir la croûte. Et surtout, la croûte elle doit être froide et mise au four mise au frigo, juste avant d'être mise au four. Voilà, là on va enfourner et au bout d'une dizaine de minutes, notre croûte est prête. On a une jolie couleur bien orange qui a été réussie encore mieux la deuxième fois que je l'ai faite. Et tada, magie de la télé, il est là, ce deuxième rôti en croûte de clémentine. Et si on s'en coupait une tranche? Allez. Alessandro, c'est juste pour voir vérifier si ça sent bien la clémentine et vérifier et pour voir si la ça tient cuisson. bien la croûte aussi. Eh ben oui, il faut le plus essayer. difficile. Hop, on dirait que ça donne envie. Hein. Ah ouais, il salive, hein, vous savez, de ce côté-là. Moi qui suis né en Corse d'origine italienne, j'adore les chefs qui disent dans un peu de beurre. Un peu. Un peu de beurre. Secret, et aux images, c'était. Alors ça doit être super bon, hein, mais le un peu de beurre, il me surprend à chaque fois. Oh, on se mettra au régime demain. Alors, est-ce que ça tient? Ça tient très bien. Il y a une très belle odeur de clémentine, rien que quand on coupe. Il y a voilà. Une très très belle couleur. Voilà. C'est incroyable d'avoir pu garder cette couleur orange comme ça. Et donc le secret, c'est pas tant le jus, mais c'est la peau. Exactement, c'est celle qui va donner le plus d'aromatique. Et en faisant sécher la peau, en fait, on va garder cette couleur bien orange. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va vérifier tranquillement si ça sent bien la clémentine. Mais pendant ce temps-là, on va revenir à notre centenaire et à son ADN. Vous l'avez dit, l'ADN a parlé en 2002, pas de doute, la clémentine, c'est une mandarine et une orange douce. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, Stéphane, sans la main de l'homme, pas de clémentinier. Alors, nos jardiniers? Alors, Célia, tiens, tu viens d'en parler. Je te la montre, hein, l'origine de cette hybridation, l'orange, la mandarine. Pour donner donc cette très belle clémentine, tu te souviens tout à l'heure, quand on s'est quitté dans le verger, je t'ai montré un bourrelet au pied d'un clémentinier. On a parlé d'hybridation naturelle et pourtant, comme tu viens de le dire, la main de l'homme est essentielle. C'était quoi ce bourrelet que l'on a vu tout à l'heure sur ce clémentinier, François ? Alors, le bourrelet qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est de la partie basse, c'est la partie racinaire. C'est d'une autre variété qu'on appelle le porte-greffe. Parce que le clémentinier, comme tous les autres agrumes, l'oranger, le citronnier, ne peut pas être cultivé sur ses propres racines. Ce sont des arbres qui ne supportent pas certaines maladies qu'il y a dans le sol, comme des champignons. Et donc, les arbres dépérissent. Et donc, on utilise en fait un porte-greffe qui va permettre justement de lutter contre les maladies.
ou contre, éventuellement, on a parlé du froid. Donc on fait aussi de la sélection de porte-greffes qui sont plus résistants au froid. Au froid, c'est des froids, ça peut être des froids gélifs aussi, -2, -3. On en reparlera peut-être après. Et donc du coup, ce porte-greffe a grossi en diamètre un peu plus que le clémentinier. C'est pour ça que ça faisait un bourrelet. Ça fait une forme de goulot de bouteille. Alors ici, on est dans une serre justement où tu pratiques des greffes avec des porte-greffes. Mais avant d'aller plus loin, ça signifie que sans la main de l'homme, en fait, le clémentinier n'aurait pas pu perdurer. Déjà, il y a la première main de l'homme, donc du père Clément, donc ce moine dont on a parlé. On a parlé, un moine barbu, et qui a en fait sélectionné l'arbre. Il a fait des semis de pépins, il a mis les pépins en terre. Et donc cet arbre-là, quand il a poussé, il y en a eu plusieurs. Il y a eu également des mandariniers qui ont poussé. Et puis au milieu, il y en avait un qui a donné un arbre différent des mandariniers et qui est devenu par la suite le clémentinier. Et donc s'il ne l'avait pas semé et s'il ne l'avait pas non plus repéré, lui ou les enfants de l'orphelinat, le clémentinier ne serait jamais connu jusqu'à nos jours, ne serait jamais arrivé jusqu'à nos jours. Et pour pouvoir le multiplier, il a fallu le greffer pour avoir tous les vergers qui existent en Corse ou ailleurs. Tu commences à me donner mal à la tête quand même, parce que là j'ai des pépins d'une clémentine que j'ai récolté tout à l'heure dans le verger où on était, et pourtant si je plante l'un de ces pépins ou l'ensemble de ces pépins, c'est pas sûr que je trouve un clémentinier. Tu n'as aucune chance, je suis vraiment désolé. Vraiment, les chances sont infimes. C'est une chance, je ne sais pas pour combien, mais plusieurs millions. Pour quelle raison? Comment ça s'explique? Parce qu'en fait, le pépin, c'est le produit du croisement entre l'ovule et un pollen. Et ça forme en fait un embryon. Cet embryon devient un pépin. Et si on sème, c'est le produit de la fécondation, papa-maman. Comme nous, de toute façon, tous les animaux ou les êtres humains, c'est la même chose. Alors, ici, quand on multiplie un porte-greffe, on sème aussi des pépins. Et certaines espèces d'agrumes, comme le mandarinier d'ailleurs, si on sème des pépins de mandarinier, on a la possibilité de recréer, de reproduire de nouveaux plants de mandarinier, parce que autour de l'ovule, il y a aussi des tissus, des cellules maternelles de la plante mère qui vont donner un embryon, et cet embryon, quand il va se développer, il va donner un arbre. Ils seront tous identiques. Si je vais plus loin et si je te comprends bien, ça signifie que tous les clémentiniers de la plaine orientale, que l'on a aujourd'hui en Corse, dont ceux de Jean-Paul Mancel, tous ont eu en fait l'intervention de l'homme. Tous, sans exception. Ils ont tous été greffés, parce qu'en fait, sur leurs propres racines, déjà, on ne peut pas le cultiver, mais ils sont tous ensuite la descendance du premier arbre qui avait été sélectionné par le père Clément. Et comme tu le disais, l'ensemble de ces porte-greffes ont un rôle important pour la résistance au froid, au stress hydrique, etc. C'est primordial, parce qu'en fait, on ne peut pas cultiver tous les agrumes sur leurs propres racines. Donc, le porte-greffe, il a été sélectionné particulièrement pour sa capacité à pouvoir résister à des conditions environnementales contraignantes, notamment, par exemple, le froid, puisqu'on en a parlé auparavant. Alors là, on a un porte-greffe qui est avec des feuilles trifoliées, on appelle Poncirus trifoliata. Bon, c'est un hybride de ce Poncirus trifoliata. Cet arbre-là, il peut résister à des températures gélives jusqu'à moins 20 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet arbre, il perd ses feuilles en hiver, comme nos arbres fruitiers tempérés, cerisiers, rosacées, tous les autres rosacées. Donc, il se met en repos, il n'y a plus de sève qui circule, et dans ce cas-là, il est plus résistant aux températures gélives. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres agrumes qui gardent leurs feuilles et qui continuent à avoir de la sève circulante. Et c'est cette sève-là qui peut geler si les températures sont très basses. C'est passionnant, et on voit que tu es passionné par ton métier. Célia, vous allez voir en tout cas la particularité, ce qui peut donner du goût à l'ensemble de ces agrumes, et en particulier de la clémentine, et ce qui fait la particularité de la clémentine de Corse. Nous, on se retrouve dans un instant dans une autre serre pour évoquer les défis de l'avenir. Vous avez parlé bourrelet, Stéphane. Je pense que le beurre dans le rôti en croûte de clémentine ne va rien arranger aux choses. Et puis en plus, on a commencé à manger le décor pendant vos explications qui étaient passionnantes. Allez, on va en revenir à notre clémentine de Corse, un terroir, un goût inimitable. On est passé à ça de ne pas être là aujourd'hui et fêter notre centenaire, notamment à cause des difficultés qui ont été rencontrées dans les années 90, Jean-Paul, et la bataille qu'il a fallu livrer pour l'IGP. Vous avez été sacrément malin, racontez-nous. Oui, je pense. Dans les années 90, la filière avait beaucoup de difficultés, notamment la concurrence de l'Espagne, mais pas que, des difficultés avec des aléas climatiques, des gels, on avait beaucoup de problèmes.
Et en fin 99, la profession s'est enfin réveillée, s'est réunie pour se dire que fait-on ? Parce qu'on est en train de disparaître. On était passé de 3000 hectares à 1000 hectares. Donc il y a eu une chute vertigineuse de la production. Donc tous les acteurs de la filière se sont réunis autour de la Prodec, parce qu'on a créé la Prodec, l'Association pour la promotion et la défense de la clémentine, dont je suis le président depuis l'origine. Et avec tous les acteurs de la filière, on a travaillé pour écrire un cahier des charges parce qu'on savait que c'était le moyen de se distinguer et de faire un peu des défauts de cette clémentine qui était petite, qui était pas pareille que les Espagnols, et en faire des qualités et justement la décrire pour avoir un produit qui est décrit et qui est toujours le même auprès des consommateurs. Donc ces faiblesses sont devenues ses plus grands atouts. Ces faiblesses, c'était un petit fruit. Donc on a décrit un petit fruit. Justement, on a montré qu'il était bon, qu'il était meilleur, qu'il avait plus de jus, qu'il avait de l'acidité. Donc c'est devenu une qualité alors que c'était un défaut au départ face aux autres variétés espagnoles. Donc tout ça, mis bout à bout, ça a donné un cahier des charges. Et en 2007, nous avons obtenu l'IGP, ce qui nous a permis de redémarrer. Et aujourd'hui, on a gagné 700 hectares de plantation. Donc c'est une filière qui est redémarrée et qui devient aujourd'hui une vraie filière. Et de la protéger, et de protéger ce goût inimitable. Oui. Alors, c'est pas que le fruit, c'est pas que la sélection, c'est aussi beaucoup la main de l'homme, la clémentine de Corse. C'est que la main de l'homme, parce que c'est vraiment que de la main d'œuvre, beaucoup de savoir-faire, et on a su garder justement ce savoir-faire. Et cette clémentine, depuis le début, l'origine, elle a toujours le même goût, elle est toujours acidulée, elle est toujours très juteuse, elle a toujours une peau fine, donc elle n'a pas changé, c'est toujours la même, et elle est toujours aussi délicieuse. Il faut préciser une chose qui est très importante, que les gens ne savent pas forcément. La clémentine de Corse, ce n'est pas une variété. La même variété, on peut la cultiver en Espagne ou en Italie sans aucun problème. La clémentine de Corse, c'est un terroir. La clémentine de Corse, c'est cette variété dans les conditions de la Corse, avec le savoir-faire de l'homme. Dans le terroir, il y a l'homme, il y a l'humain. Et donc, c'est ce que disait M. Mancel. La clémentine de Corse, c'est de l'humain, c'est du savoir-faire, c'est une spécialisation qu'a la Corse, que beaucoup d'autres régions de production d'agrumes n'ont pas. Et donc, cette clémentine de Corse, ce n'est pas une variété, c'est un terroir que l'on défend. Et donc, si vous achetez un clémentinier et vous le plantez à Montpellier, ça sera de la clémentine de Montpellier. La clémentine de Corse, c'est celle qui est cultivée dans les conditions de la Corse, avec le savoir-faire de la Corse. Donc, le terroir, la terre, la main de l'homme, le climat, et en même temps, un peu de magie aussi. Ah, de la foi même. De la foi, oui, c'est presque une religion, cette clémentine. Yann, vous vouliez rajouter un mot justement sur cette méthode, sur toute cette chaîne de production de la clémentine. Oui, la chaîne de production de la clémentine, elle est magnifique. On a vu, il y a un énorme travail qui a été fait sur comprendre ce que c'est la clémentine de Corse, dans les années 90. Et à partir de là, il y a eu le travail de l'IGP. Donc ça, on le continue. Aujourd'hui, on le continue avec toujours la filière pour... Voilà, il y a la clémentine, c'est une locomotive. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Après, aujourd'hui, janvier et février, on a un changement climatique qui fait qu'on est en capacité à produire des agrumes en Corse. Et la filière nous demande, voilà, on aimerait bien avoir une mandarine. La clémentine fait partie du groupe des mandarines. Et donc, une mandarine qui s'épluche bien, avec une typicité. Ça, c'est vraiment, Jean-Paul, il tient, une typicité locale. C'est ce petit goût acidulé, du sucre, du jus. Et donc, on essaye de répondre à cette demande. Et donc voilà, on a tout un tas d'hybrides. Par exemple, celui-là, ça sera peut-être une mandarine pour la Corse de demain. Qui sait exactement. Il y a des essais qui sont faits de manière participative, c'est-à-dire qu'on fait ces essais avec la filière. Ces arbres sont plantés, ces variétés sont plantées chez les producteurs. Et... bien sûr, non, mais on y reviendra sur vos créations. N'allez pas trop vite. Moi, là, vous êtes en train de me parler de son goût, de sa typicité, en fait, de ce cahier des charges. J'ai presque envie de vous dire attention aux contrefaçons. Vous avez dit si on en plante à Montpellier, c'est pas une clémentine de Corse, mais pourtant d'autres essayent de faire passer la clémentine de Corse. Oui, après c'est vrai que nos concurrents, il y a des Espagnols aujourd'hui qui cultivent justement de cette fibre de Corse, voilà, on est copié, c'est vrai, mais c'est jamais égalé. Mais jamais égalé. Non, mais c'est vrai, comme le disait Franck, la clémentine de Corse cultivée en Corse, elle est inégalable et on ne retrouvera jamais ce même goût autre part. Mais à quoi on la reconnaît alors, notre clémentine de Corse ? Quand on la reconnaît, si on n'a pas eu l'occasion de la goûter.
Visuellement, déjà, elle a ses feuilles, elle a son petit cuvert en début de. Vous l'avez dit. En début, oui, enfin, oui, c'est à ça qu'on la reconnaît. C'est à ça qu'on la reconnaît. En début de récolte, elle a un cuvert, ce qui fait la particularité, parce que c'est une clémentine qui est mûre sur l'arbre. Donc, à un moment donné, elle peut avoir une partie de son épiderme qui est verte. Et puis après, on le reconnaît à l'étiquetage, on le reconnaît aussi, elle est identifiée justement grâce à l'IGP. Donc c'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Donc gare aux contrefaçons, si on en trouve après janvier, il vaut mieux se méfier. Non, ce ne sera plus la clémentine de Corse. Voilà, et en fait, il faut vraiment faire confiance à son distributeur, lire les étiquettes, effectivement. Mais il y a une caractéristique que l'on ne voit pas et qui est primordiale pour la clémentine de Corse et qui fait toute la différence, c'est que la clémentine de Corse est non traitée après récolte. C'est-à-dire que sur la peau de la clémentine de Corse, une fois récoltée, il n'y a plus aucun traitement de conservation. Et ça, c'est une grande différence avec beaucoup de clémentines qui arrivent d'ailleurs. Donc vous pouvez trouver de la clémentine espagnole sans traitement post-récolte, mais elle va être au prix de la clémentine de Corse. Oui. Donc soyons vigilants. C'est pour ça aussi que cette clémentine est assez fragile dans le temps, parce que justement, elle n'est pas traitée après récolte. Alors moi, j'ai envie de vous proposer une clémentine qui ne peut pas être contrefaite, c'est celle d'Alessandro. La clémentine givrée d'Alessandro, ça, vous pouvez toujours essayer, vous ne pourrez jamais l'égaler. Est-ce qu'on a une clémentine givrée ? Je vais aller la chercher. Allez la chercher, chef. La clémentine. Alors le secret de la clémentine, sans dévoiler toutes les techniques de notre chef, ça n'est pas dans le jus, figurez-vous, qu'on va trouver tout l'intérêt, mais c'est dans la peau. C'est là que ça se passe, la magie, finalement, quand on travaille en cuisine avec une clémentine. Si vous réussissez à éplucher une clémentine sans casser les glandes à huile essentielle qu'il y a sur le zeste, elle n'aurait pas le même goût. Le goût, c'est aussi le parfum. Et donc, le secret des agrumes, c'est que justement, vous avez des glandes à huile essentielle sur le zeste, et quand vous l'épluchez, vous dégagez un parfum qui va participer au goût. Si vous réussissez à l'éplucher sans casser les glandes à huile essentielle, ce qu'on n'arrive pas à faire, mais la clémentine n'aurait peut-être pas le même goût. Incroyable, cette odeur. Cette odeur, oh là 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 là, la clémentine givrée du chef, elles sont magnifiques. Merci. Elles sont magnifiques. Oui, j'ai un peu dévoilé ce que vous mettez dedans pour reproduire quasi à l'identique le goût de la clémentine, c'est donc la peau. Le jeu se passe vraiment sur la peau. Et c'est là que, aujourd'hui, j'ai appris que la feuille aussi pouvait donner du goût. Merci beaucoup. Mais je joue énormément avec la peau pour retrouver vraiment l'aromatique de la clémentine. Alors, qui veut... Goûter. Qui veut se sacrifier pour goûter et vérifier que ça sent bien ? J'ai l'impression qu'on a un candidat Jean-Paul. naturel moi, les glaces. Je me déplace. Allez récupérer cette petite clémentine givrée. Alors vert. Ah, patatras. Bon, c'est pas grave, ça s'appelle une petite bêtise. C'est marrant, j'ai toujours un réflexe quand je rentre dans un verger de clémentinier, c'est de prendre une clémentine ou une feuille de clémentine. Et de la froisser. Et de la froisser contre les mains et de sentir, parce que c'est une odeur inimitable. Ouais. Je suis assez d'accord avec vous. Et puis en plus, vous ne pouvez pas sentir, mais sachez qu'autour de nous embaume à la fois la clémentine, mais une sorte d'agrume, de mélange qui est très aromatique et qui est très très agréable. Alors je regrette d'en avoir gâché une. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça sent la clémentine ? Oui, c'est ce que ça nous voulons a un goût savoir. très prononcé. Ça a vraiment un goût très prononcé de clémentine. On a vraiment... alors justement, c'est fort parce que juste avec du jus, on n'aurait pas eu ça. Et c'est excellent. Moi, j'adore les agrumes givrés, les oranges givrées, les citrons givrés qu'on trouvait quand j'étais gamin en Corse. On en trouve de moins en moins, mais j'en retrouve encore un peu en Espagne. Et donc cette clémentine givrée, c'est un produit fantastique. Regardez comme elle est belle. Bravo, chef. Bon, alors c'est validé. Jean-Paul commence à saliver aussi. J'ai l'impression qu'il aimerait goûter. Tous à saliver là. Oui, je suis désolée. Vous n'aurez le droit de manger qu'au terme de cette émission. Bon, allez, le secret du clémentinier, on l'a dit, c'est d'avoir été guidé par la main de l'homme. Et vous savez quoi ? Ce lieu a germé en 1958 pour développer justement cette culture en Corse. On a retrouvé les images et on va mieux comprendre quels étaient les enjeux. On écoute. Parmi les tâches imparties à la Somivac, l'étude et la recherche des spéculations agricoles les mieux adaptées à l'île amenèrent à la création dès 1958 d'une station expérimentale d'agrumiculture à San Giuliano, au milieu de la plaine orientale. Pourquoi la culture des agrumes ? Monsieur Blondel, directeur de la station, explique ce choix. La Corse fut pendant longtemps un pays producteur de cédra. Or, cette espèce est très sensible au froid. Par conséquent, si le cédra a pu être cultivé, si le cédratier a pu être cultivé, à plus forte raison,
on peut cultiver des espèces plus rustiques, comme le clémentinier par exemple. Vous savez que le clémentinier est un arbre qui n'est pas très cultivé dans le monde, et la demande de clémentine s'accroît dans les pays consommateurs. Finalement, ça n'a pas trop changé entre 1958 et aujourd'hui. Pendant ce temps-là, ici, ça grignote, sachez-le. Donc 1958, c'était hier, mais il faut déjà préparer demain. Je vous propose d'aller voir côté serre ce que nos jardiniers sont en train de fabriquer et comment ils organisent l'avenir. Mais hier, Célia se préparait déjà le présent et aujourd'hui se prépare demain. C'est ce que nous dit François. François, on est dans une autre serre. Qu'est-ce qui se joue dans cette serre? Alors, c'est pas une serre de conservation, c'est une serre ici d'expérimentation. On va en fait jouer sur l'apport, l'irrigation, la quantité. On va la réduire et pas l'excès. Et pour savoir si dans des conditions où on manquerait d'eau et si on peut minimiser en fait l'apport hydrique et toujours maintenir la qualité du fruit. Donc c'est tester si ces arbres sont résistants à moins d'eau. C'est l'un des enjeux liés au dérèglement climatique. L'approvisionnement en eau pour les eaux agricoles. Il y a déjà certains départements sur le continent qui font face à ce problème. L'Aude par exemple, pour ne citer que celle-là, mais voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est vrai que la Corse est un peu privilégiée on a un hiver particulièrement pluvieux cette année, mais on a aussi quand même des étés de plus en plus longs et secs. Donc voilà. Donc est-ce qu'on peut aussi améliorer la qualité tout en réduisant peut-être la quantité d'eau, parce qu'on ne sait pas si on amène le strict nécessaire ou est-ce qu'on est en sur-irrigation. Cette amélioration de la qualité, ça passe par des croisements, par l'ensemble des travaux que vous faites d'hybridation aussi? Oui, ça passe également par la sélection de porte-greffes qui seraient plus tolérants à ce manque d'eau qu'il y aurait dans les sols et qui maintiennent une certaine forme de qualité du fruit, dans la clémentine ou de l'orange par exemple. Cette station de recherche, cette dimension scientifique, c'est aussi être un conservatoire. On a vu avec ce verger extraordinaire, mais c'est aussi conserver les graines. Comment vous faites? Alors on a différentes façons de conserver les différentes variétés. On a vu donc en verger, plein champ. C'est pratique pour voir les fruits, pour pouvoir distribuer des fruits éventuellement. Mais aussi on a des serres de conservatoire, comme un peu identique à celle-là, mais un peu plus confinées. Et puis on a aussi la congélation des graines à très basse température dans l'azote liquide. Donc là on est en train de développer, on appelle ça une banque. Donc on congèle un lot de graines, c'est-à-dire une cinquantaine, une centaine par variété. Ça tient dans un tube et ça tient dans un tank environ de 120 litres. On peut carrément mettre la moitié de la collection. L'enjeu, c'est quoi? C'est de faire face à une éventuelle éradication à cause d'un pathogène quelconque ou d'une maladie virulente? Oui, on est vraiment dans ce contexte de menace à des maladies qui ne sont pas encore présentes, mais les vecteurs, les insectes qui transmettent ces maladies sont néanmoins présents en Méditerranée, mais pour l'instant ils ne sont pas armés, si je puis m'exprimer ainsi. La bactérie n'est pas présente, mais cette maladie s'appelle la maladie du dragon jaune et on a peu de solutions, on va dire, au moins sur le plan génétique. Donc on veut conserver pour l'avenir, pour pouvoir toujours utiliser les 1000 et quelques variétés pour faire des croisements. Alors justement, tu parlais de ces 1000 et quelques variétés, de ce verger de plein champ qui est extraordinaire, qui est quasiment unique au monde. C'est pas seulement un musée en fait. Il te sert aujourd'hui, il vous sert à vous scientifiques à explorer justement les nouveaux agrumes, les agrumes de demain. Oui, alors ça c'est à la fois pour aider à créer les agrumes de demain, donc pour pouvoir faire les pollinisations, comme Yann en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi pouvoir explorer comment la qualité se construit, comme l'acidité, le sucre ou la résistance à certaines maladies. Donc on fait des études quand même pour ça, justement pour essayer de découvrir comment on peut gagner de la résistance ou de la tolérance à toutes ces contraintes environnementales. On parle justement de ces vertus, de ces qualités des agrumes, pas seulement de la clémentine. Il y a aussi des bienfaits pour la santé. Il n'y a que des bienfaits pour la santé. Je suis un petit peu prosélytiste, mais l'agrume, on le sait, tout le monde le sait, contient quand même de la vitamine C, l'agrume en général, dans des quantités assez remarquables. Donc, avec 2 agrumes consommés par jour, on a la dose nécessaire de vitamine C. Mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est vraiment, déjà, c'est un fruit qui est riche en eau. C'est 85% d'eau dans la pulpe. C'est riche en fibres,
en oligo-éléments, d'autres vitamines, des vitamines qui participent par exemple à la vue, à l'amélioration de la vue, qui sont on appelle ça des provitamines A. Tous les pigments colorés comme ça dans les oranges, on appelle ça les caroténoïdes, participent à l'amélioration aussi de la vue. Et bien d'autres également composés qui sont dans la peau. Alors c'est plus compliqué à consommer de la peau de clémentine, mais il y a d'autres fruits, d'autres agrumes dont on peut consommer la peau. Et il y a plein de molécules qui sont qui apportent vraiment qui peuvent résoudre des problèmes de santé, vraiment. C'est-à-dire par exemple l'obésité, le cancer, en tout cas participer à améliorer. Il y a dans le milieu médical et avoir une bonne santé. Il y a aussi juste à côté, parce qu'on parlait ici des travaux que vous pouvez mener, cette serre Arche. C'est quoi, en quelques mots, l'importance de cette serre nouvelle génération? Alors c'est une serre, c'est surtout nouvelle génération dans son volume, parce qu'en fait on n'avait pas jusqu'à présent, c'est plus de 1000 mètres carrés, donc on peut penser pouvoir conserver à peu près 800 arbres dans des pots des 30-35 litres, c'est-à-dire quasiment toute la collection dans cette serre-là. Alors c'est une serre qui est construite avec un maillage, c'est-à-dire sur les parois, qui empêche, l'air peut circuler, mais les insectes ne peuvent pas rentrer. Donc l'idée c'est vraiment de protéger tous ces arbres des insectes, parce que la plupart des insectes sont véhicules, potentiellement vecteurs de maladies. Voilà Célia, pour l'ensemble et l'importance de la recherche et de l'innovation qui est menée ici, il nous faudrait encore de très longues minutes pour aller plus loin. Ce que je te propose, c'est que nous on fasse un petit détour par le verger, on a un panier et on revient avec quelques fruits extraordinaires. Pas que nous en manquions, Stéphane, mais je suis très curieuse de savoir ce que tu vas ramener dans ton panier. Tu l'as dit, c'est l'arche de Noé des agrumes. Ici, on en a plein. La clémentine de Corse est un fruit extraordinaire qui se démarque des autres, mais qui se démarquera peut-être des autres aussi. C'est Yann. J'ai l'impression que c'est peut-être le frère Clément 3.0 qui va nous inventer une nouvelle variété. Peut-être pas pour concurrencer la clémentine. Ah non, surtout pas pour concurrencer la clémentine. La clémentine, c'est un produit extraordinaire. C'est la locomotive de l'agrumiculture corse, et l'idée c'est de venir compléter cette gamme et apporter un panier d'agrumes corse pour le consommateur. En plus du panier de Stéphane et François. Exactement. D'accord. Donc là ce qu'on cherche c'est des agrumes avec une certaine typicité, sans pépins, qui s'épluchent bien, avec du goût qui est... Mais c'est pas déjà le cas de la clémentine, ça? Si, mais justement, mais en janvier, février, mars, vous n'avez plus de clémentine. Donc l'idée c'est d'apporter ça à des périodes où il n'y a pas de clémentine de Corse. Et du coup, on a sorti des mandarines sans pépins, sympathiques, qui sont testées avec la filière, bien sûr. Et on travaille également la couleur. La couleur, on peut essayer d'avoir des mandarines sanguines. Donc ça, c'est quand même relativement nouveau. De mandarines sanguines. Voilà, des mandarines sanguines. Donc là aussi, c'est... Tu peux goûter sans problème. Sans problème, c'est tout très bon pour la santé. Donc là-dedans, il y a des anthocyanes, et ça, c'est bon pour la santé. Voilà, Jean-Paul, c'est peut-être une mandarine de demain pour la filière. Pardon, ne parle pas la bouche pleine, mais c'est très très bon. Nous sommes en attente. Mix entre la clémentine et la mandarine. Il y a un tout petit peu d'amertume derrière qu'il n'y a pas dans la clémentine. D'accord. Il y a dans les grands-parents, il y a la clémentine, évidemment. Ah oui, elle est toujours là. Voilà, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille Qui est la maman, qui est le papa, qui est la sœur? Oui, là-bas, on est en train de se moquer parce qu'on mange. Jaloux. Non, on a nos garçons qui sont pas loin. On peut faire aussi des demi-sanguines qui sont très jolies et qui ont... Oh là là, que c'est beau ça. Et qui sont très agréables. On retrouve des notes de fruits de la passion. Nous sommes impatients d'avoir dans nos vergers des exemplaires de ces mandarines, de ces nouvelles mandarines. Voilà, il y a certains agriculteurs qui les testent déjà. On voit d'ailleurs que beaucoup de producteurs maintenant se diversifient. Quand ils sont agrumiculteurs, ils plantent d'autres types d'agrumes. Oui, notamment les oranges et les citrons, parce qu'actuellement, la filière se diversifie. Et j'annonce ici qu'il y a un dossier orange IGP qui est en cours. Et nous avons eu la nomination il y a un mois d'une commission d'enquête. Donc elle est dans les tuyaux. Et l'INEO va bientôt étudier ce dossier. Et je pense qu'on va avoir une IGP dans un temps assez raisonnable. Voilà. Donc ça, c'est une annonce, une info qu'on a avant tout le monde. C'est une C'est beau ça, c'est beau décidément pour ce bel anniversaire. Que de surprises et de cadeaux. Moi, j'aime beaucoup. Mais ça, j'ai pas pu goûter. Ça a quel goût ça?
C'est ça, on a des notes de fruits rouges évidemment. Et, fruits rouges, on retrouve fraises des bois, framboises, des choses comme ça. Et là, dans celle-ci, c'est justement, elle a moins le goût, le fruit des bois, elle est plus des notes un peu tropicales et qui sont vraiment très agréables. Ça sent presque le fruit de la passion. Exactement, c'est magnifique en termes de goût. Vous allez pouvoir faire votre marché, Jean-Paul. Hein. J'ai l'impression, oui, je vais repartir avec des greffons. Plein de fruits. Bon allez, on a les garçons qui sont en face et qui ont ramené leur petit panier. Je vous en prie, rejoignez-nous. Pas que nous manquions finalement de fruits. Alors comment ça s'est passé cette cueillette? Regarde, c'est la récolte de François. Ouh là là. Hop. Des fruits extraordinaires. Voilà, avec des fruits extraordinaires. François, présente. Allez, il y en a 2 ou 3 que tu voudrais nous présenter. Alors, il y en a 2 qui se mangent. Célia, vas-y. Oui, alors, François savait combien j'adore les kumquats. Mais il est anormalement... il est un peu gros, celui-là. C'est un gros kumquat parce qu'en fait, c'est un hybride entre orange et kumquat. Ça s'appelle le orange quat. Donc, je peux croquer ça. Oui. Et donc, là aussi, la peau se mange. Je peux le faire, mais on dirait, mais après, j'aurai la bouche pleine. Je ne pourrai plus parler. Non, mais je te laisse parler. Alors ça c'est un fruit qui est tardif, qui ne vient pas du tout en maturité pendant la période de la clémentine. Donc plus on va attendre, plus il sera sucré. Ça c'est un peu amer. Moi je préfère la création, le mix. Oui. Mais dans la peau des agrumes, il y a plein de composés qui sont intéressants pour la santé humaine. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Un qui c'est le parent de la clémentine, qui est la mandarine commune, mais celle-ci, elle est sans pépins. Donc c'est un peu ce qui a fait un peu le tort aussi de la mandarine, c'est la présence de nombreux pépins. Et bien, il y a dans notre collection, c'est une variété qui s'appelle Clément d'Or. C'est un peu, ça apporte de la confusion parce que ça fait ressembler à la clémentine, mais ce n'est pas de la clémentine, c'est vraiment une mandarine si on sent. Et il y a très peu. Et puis, vous parliez du fruit de la passion. Alors ça, c'est un de mes préférés. Non pas pour la bouche, mais pour le nez. Vous sentez, alors ça sent vraiment le fruit de la passion. Il s'appelle Citrus alimi. C'est pas très télégénique quand même. C'est sûr, mais néanmoins c'est un le parfum est extraordinaire. Je confirme. Tu as senti, Stéphane? Ah ouais, c'est une curiosité, une de plus, parce qu'on en a quand même beaucoup sur la table. Tu l'as dit, Stéphane, plus de 1000 variétés. 1064 précisément. Quand même incroyable. Normalement, à la fin de cette émission, vous devriez adorer la clémentine et les agrumes parce que c'est une grande famille. Je pense que c'est le moment de sortir le gâteau, Alessandre, et d'allumer les bougies, puisque après tout, un anniversaire, ça se fête et ça se célèbre par un gâteau. Je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu et d'être venu fêter notre petite Clémentine de Corse. Elle a 100 ans. On était là pour l'occasion à l'INRAE de San Giuliano. La Clémentine de Corse, vous le savez, c'est un goût inimitable. Elle a encore de belles années devant elle. J'espère, Yann, qu'on fêtera vos créations dans 100 ans. On vous le souhaite en tout cas. Merci une fois de plus à tous nos invités à l'INRAE et aux équipes aussi qui se sont démenées, à Fabienne, la petite voix qui n'a cessé de me parler, Stéphane, Marine et Simone, Jean-François, merci à vous de nous avoir suivis. Maintenant que ça s'est dit, est-ce qu'on passerait pas à la dégustation, les amis? Allez, on y va. Allez, chef. Merci. Alors vas-y, qu'est-ce qui veut faire le service? Personne ne veut faire le service. Oh là 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 là. Ah, on est passé à ça de la catastrophe. Ah oui, c'est vrai, Franck. Eh oui, moi j'ai gâché un fruit, moi déjà. J'ai gâché un plat. Allez, est-ce qu'on a des petites assiettes? Alors, comme on était dans le verger, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi le menu? Ah, tu n'as pas entendu? Alors pour les absents, toujours tort. Tiens, allez, hop. Là, nous avons une petite salade de fraîcheur avec du fenouil, du cédrat. J'ai utilisé la partie blanche du cédrat qui est très bonne aussi. Et de la clémentine. Là-bas, vous avez des avocats farcis au crabe bleu et à la clémentine. Et ça, c'est le rôti de veau en croûte de clémentine. Mais je vais tout reprendre parce que j'ai rien goûté de ce que vous avez goûté, vous. Le chef veut goûter. Tenez, dégustez. Ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein, Alessandre. Alors, qui est-ce qui n'a pas de couvert? Tenez. Allez, vas-y, François. Il faut Yann, il faut un couteau quand même pour couper la viande.
Alors, moi, je ne sais pas. J'ai envie, François, quand même, de dire qu'on peut aussi manger la peau. Et moi, j'avais mangé ça, c'était super bon. C'était celle-ci. Quel fruit, pardon? C'était celui-ci que tu m'avais fait. Pas que je n'en ai pas assez, mais le temps que Alessandre fasse le service, ça se mange. Et ça a le goût de la pomme. Ça peut se manger. Tout à fait. Ça a la texture de la pomme et ça a le goût d'un peu citronnier. Et c'est comme la peau de cédra. Ça se consomme également. Ça peut se consommer en frais, comme ça, en lamelles ou en salade, comme l'a préparé Alessandre. Ouais, alors, j'ai envie d'essayer. La peau de pamplemousse est très amère. Je préfère vous prévenir. Allez, je te remercie. Bon, allez, merci une fois de plus d'avoir joué le jeu pour cet anniversaire, cette clémentine. Moi, je peux goûter. C'est pas de la clémentine, mais c'est super bon quand même. Finalement, la clémentine ou les agrumes, ça n'est que du goût. Et du bonheur. Oh, ça c'est vrai, c'est beau, c'est joli. C'est joliment dit. Ah oui, là, la dose de vitamine, c'est certain.